Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce recap de Raw. J'ai trop baissé le son, voilà. Dans ce recap de Raw, j'espère que vous allez bien. Quelques petits points avant de commencer. J'ai eu quelques retours assez négatifs sur le bilan du Royal Rumble parce que beaucoup de gens s'attendaient à ce que je fasse un bilan monté comme je le faisais jusque-là. J'ai pas envie de revenir au format monté, par contre ce que je peux faire c'est essayer d'apporter quelques améliorations au live pour que ça soit plus facilement regardable. D'une part, je vais enregistrer directement la vidéo sur mon ordinateur, donc ceux qui regarderont le replay sur YouTube n'auront plus de lag du tout, puisque la vidéo est directement enregistrée sur mon ordinateur. D'autre part, je vais moins réagir aux alertes Twitch, voilà. Troisièmement, je vais plus pouvoir suivre le chat du tout, donc je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de problème, mais si jamais il y a un problème, de toute façon des gens me contacteront sur Discord, j'en suis à peu près certain. Je vais essayer de rendre les lives plus dynamiques, je vais essayer de faire en sorte que l'absence de montage ne gâche pas le rythme de la vidéo, et pour ce faire, je vous propose qu'on remplisse le tableau une fois qu'on aura fini le récap avant de passer à vos interventions. Je pense que ce sont des mesures qui vont permettre que tout le monde apprécie plus le temps qu'on passe ensemble à parler de Raw. Je vous rappelle également que si vous vous abonnez, vous pourrez utiliser des emotes perso, notamment l'emote très très chouette, l'emote bonjour tableau et l'emote note A. On va l'appeler comme ça, c'est l'emote où vous signifiez que vous avez envie de mettre A à un segment. Allons-y pour le récap de Raw. Alors attendez, là c'est le moment où je cherche mes marques parce que... Hop. Alors attendez, je vais mettre... Donc ça n'arrivera plus à partir du prochain chat parce qu'il faut que je définisse sur quel écran je mets quelle fenêtre. Ok, là il me semble qu'on est pas mal. Là il me semble qu'on est bien. Ok, très bien. Alors... Raw a commencé avec Drew McIntyre qui est arrivé sur le ring pour faire un récapitulatif du Rumble, expliquer, nous raconter ce qui s'était passé. Là-dessus, Edge arrive. Drew McIntyre évoque à Edge qu'il a été comme son mentor, qu'il a beaucoup de respect pour lui. Ce à quoi Edge répond « Qu'est-ce que t'es en train de faire ? J'ai gagné le Rumble, je suis une menace, tu devrais absolument me considérer comme une menace, tu devrais pas là être en train de me faire des compliments. » Sheamus arrive derrière pour dire à Edge globalement qu'il ne le respecte pas. Edge ignore plus ou moins Sheamus et dit à Drew McIntyre qu'il est l'ultime opportuniste. Donc ceux qui m'ont dit non mais il est plus l'ultime opportuniste, ça c'était son personnage quand il était heel, mais maintenant qu'il est revenu il est plus ça. Il faudra prévenir Edge parce qu'il n'a pas l'air au courant. Donc Edge prévient Drew McIntyre que quand Edge aura choisi quel champion il a envie d'affronter, Drew McIntyre le saura, et quoi qu'il arrive, il sortira de WrestleMania avec le titre. Et à ce moment-là, au moment où Edge quitte le ring, Drew McIntyre se retourne et se prend un brogue kick de la part de Sheamus, son meilleur ami. Je trouve que c'est un mauvais timing pour ça. On sentait venir la trahison de Sheamus depuis le début, depuis que Sheamus et Drew McIntyre ont des segments ensemble. Mais j'aurais préféré que ça se construise, que l'histoire ait le temps de se construire. Parce que là, Drew McIntyre est clairement dans une rivalité à mi-mot avec Edge. Pour moi, c'est pas le moment. Mais bon, on sentait que ça allait arriver. C'est fini par arriver. C'est dommage que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là. Ensuite, on va en backstage et pour finir de tuer le segment, Sheamus est interviewé et il dit simplement que Drew McIntyre n'est plus son ami et qu'il veut le titre de la WWE. Et ensuite, il se tourne vers Drew Gulak pour lui dire « Donne-moi mes valises ». Drew Gulak, meilleur champion Cruiserweight de 2019, je vous le rappelle. Aïe le cucu. Pas du tout aimé ce segment backstage, là. Ensuite, on a eu le match Riddle contre Bobby Lashley, donc match qu'on a déjà eu plusieurs fois. C'est la troisième fois qu'on a ce match, je crois. Et le match ne commence même pas vraiment parce que Bobby Lashley met son Hurt Lock, sa prise de finition que vous voyez là,
met son Hurt Lock sur Matt Riddle dans les cordes, ce qui normalement est interdit. Il a le droit de garder la prise jusqu'au compte de 5 de l'arbitre. À 5, il est disqualifié. Bah, il l'a maintenu jusqu'à 7 ou 8, donc l'arbitre n'a pas eu trop le choix de le disqualifier. C'est un truc qui m'emmerde ça avec les arbitres, c'est qu'ils comptent jusqu'à 4, et au lieu de dire 5, ils font 1, 2, 3, 4... Allez, arrête maintenant, c'est fini. T'arrêtes pas? Bon, bah, disqualifié. Ça sert à rien de compter jusqu'à 4 si tu vas pas compter jusqu'à 5. Voilà. Et en plus, Riddle tape à un moment donné. Il continue de diminuer Riddle. Il était pas crédible en rentrant dans le match, il est encore moins crédible en sortant du match. Après quoi, Bobby Lashley continue de porter son Hurt Lock sur Riddle et le jette par-dessus la barrière de sécurité. Est-ce que j'ai une image de ça? Non, j'ai pas d'image de ça. Ouf, excusez-moi. Jette Riddle par-dessus la barrière de sécurité. Et MVP, le manager de Lashley, au départ, il a l'air un peu décontenancé. Genre, pourquoi tu t'es disqualifié de ce match? T'aurais pu le gagner. Mais après coup, il voit l'agressivité de Lashley et il se dit non, en fait, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'ai envie de voir ce Bobby Lashley là. Donc non, j'aime bien la nuance de cette histoire. Moi ça me parle. Est-ce que ça se prononce Bugatti ou Bugatti? J'en sais rien. Une voiture de luxe arrive, une voiture sportive arrive, et le rappeur, je crois que c'est un rappeur, je suis à peu près sûr que c'est un rappeur, Bad Bunny, en sort. Voilà, donc il sera plus tard, on nous apprend qu'il sera plus tard dans un segment avec The Miz et John Morrison pour le Miz TV. On revient dans le ring, Riddle semble amnésique, c'est-à-dire que Bobby Lashley lui a fait tellement mal qu'il sait plus exactement où il est, il sait plus qui il a affronté. Pourquoi pas. Ensuite, on a un segment en backstage où Orton félicite Edge pour sa victoire. Il dit qu'il est sincère, qu'il le félicite sincèrement. Mais il dit qu'il a un problème parce qu'il a dit à tout le monde que Edge n'allait pas pouvoir revenir. Et le fait qu'il revienne, bah, ça le fait passer pour un menteur, et ça, c'est pas normal. Donc, ce soir, il va le battre. Donc, ils vont avoir un match Randy Orton contre Edge. Et il va lui coûter le main event de WrestleMania. J'avoue que quand j'ai appris qu'il allait avoir ce match ce soir, j'ai un peu soupiré. Parce que ça fait 1 an que cette rivalité dure, ça va peut-être aller maintenant. Mais j'ai changé d'avis plus tard dans le courant de la soirée, vous allez voir. Pourquoi ensuite Mustafa Ali a fait une promo, il fait tellement méchant de Tortue Ninja. J'adore Mustafa Ali, j'adore Rétribution. Je suis désolé, ils sont bookés très mal. Ils auraient dû être vraiment placés comme une menace, que là ils passent pour des blaireaux. Mais quelque part les méchants des Tortues Ninja aussi passent pour des blaireaux. Donc j'aime bien la dynamique, voilà. Et Mustafa Ali fait une promo sur Kofi Kingston. Avec Rétribution derrière, il y a des flashs de lumière, on a l'impression qu'il parle au milieu d'une tempête de tonnerre, enfin, c'est cool, moi j'ai trouvé extrêmement cool. Mal mixé, le son était pas terrible parce que souvent on comprenait pas ce que disait Mustafa Ali avec les gars de Rétribution qui crient derrière, mais j'ai beaucoup aimé cette promo. S'en est suivi un match, je suis désolé, j'ai pas trouvé de graphique pour le match, mais bon, tant pis. Le match était entre Xavier Woods et Mustafa Ali. Donc qui finit d'affronter les membres de Rétribution. Il a perdu contre Nace, il a perdu contre T-Bar, mais il a gagné contre Slapjack. Cette fois-ci, Kofi Kingston était médicalement apte à être aux abords du ring. À un moment donné, Xavier Woods tente un tombé, mais T-Bar, que vous voyez là, intervient pour sortir Mustafa Ali du tombé. Et Kofi Kingston saute sur l'escalier pour sauter sur le bras de T-Bar pour attaquer Slapjack, qui avait rien fait. Bon, pourquoi pas. C'est le plus petit, vous avez raison, faut s'en prendre au plus petit. Faut pas faire ça, faut surtout pas faire ça. C'est la mentalité de la WWE. Xavier Woods gagne ce match. Je pense que c'est une erreur de booking. Je pense qu'il devrait continuer à protéger Rétribution. Parce que là, ça fait vraiment que Xavier Woods a perdu contre les gros, gagné contre les petits. Ça, pour moi, c'est pas l'histoire qu'il devrait raconter. Pour moi, ça fonctionne pas très bien. Excusez-moi, je me rends compte que la musique est un peu forte. J'espère que c'était pas vraiment trop fort. Donc ouais, non, j'aurais préféré que Mustafa Ali gagne, quitte à ce que ce soit avec une intervention de Rétribution. J'aurais préféré que Rétribution soit et la tête haute à la fin de ce segment-là. Alors que là, le New Day a gagné
Enfin voilà, le New Day a gagné, et le match, et le segment. Pour moi, ça marche pas bien dans l'histoire qu'ils veulent raconter. Si j'ai bien compris l'histoire qu'ils veulent raconter. Ensuite, on va en backstage où on voit Damien Priest parler avec Bad Bunny. C'est la façon qu'ils ont d'annoncer que Damien Priest rejoint Raw après le Rumble. Un peu anticlimactique comme, comme révélation. Et surtout, ça a bien gâché le segment d'après. Donc Miss TV avec comme invité Bad Bunny. Miss TV, donc Miz et Morrison accueillent Bad Bunny. Ils lui disent qu'ils ont tous fait des erreurs au Royal Rumble la nuit dernière et qu'ils devraient tous présenter des excuses. Donc ils présentent leurs excuses pour avoir détruit les platines de Bad Bunny. Mais évidemment, Bad Bunny ne s'excuse pas parce qu'il estime qu'il n'a rien fait de mal. The Miz dit c'est pas grave, écoute, il y a des rumeurs comme quoi tu voudrais devenir une superstar de la WWE. Est-ce que c'est vrai? Bad Bunny répond oui. Ok. Bienvenue au Performance Center, j'en sais rien. The Miz propose son tutorat, évoquant le fait qu'il est responsable du succès de Daniel Bryan. Bref, The Miz est complètement délirant, j'adore ça. Pendant que John Morrison à côté est en train de parler à moitié espagnol, moi ça me fait rire. John Morrison il me fait rire, je comprends pas qu'il soit pas plus mis en avant que ça. Des fois il est chiant, mais des fois il est drôle. Souvent il est drôle. Donc voilà, il propose à Bad Bunny de l'entraîner. Tout ce qu'ils veulent en retour, c'est pour avoir l'occasion de faire un album. Parce que Bad Bunny a énormément de succès, comme vous le savez sûrement. Et que moi je savais pas, j'avais entendu parler de lui, mais c'est parce que je suis pas très au courant de... On s'en fout complètement. Évidemment, Bad Bunny répond qu'il n'est pas intéressé. Ça énerve beaucoup The Miz. Bad Bunny s'arrête en disant « Non mais en fait, j'ai accepté de venir à Miss TV parce que j'ai un ami qui voulait vraiment venir à Miss TV. » Et là, suspense. Ça aurait été extrêmement efficace s'il n'y avait pas eu ce segment juste avant où on voit Bad Bunny parler avec Damien Priest. On n'aurait pas su qui c'était, et la surprise, c'est Damien Priest, il est à Raw. Oh, cool. Que là, on dit, bah oui, c'est Damien Priest. C'est trop long. La lumière s'éteint. Oui, c'est Damien Priest. La musique de Damien Priest commence. Oui. Voilà. Ça a débouché sur un match The Miz contre Damien Priest. Le match en lui-même est extrêmement... Enfin, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire Damien Priest a pu faire toutes ses prises signatures. À un moment donné, John Morrison essaye de distraire et l'arbitre et The Miz. Et l'arbitre et Damien Priest pendant que The Miz va chercher la mallette Money in the Bank dans le coin du ring. Mais Bad Bunny prend la mallette Money in the Bank et se moque du Miz. John Morrison va chercher la mallette, Bad Bunny lui met un coup de micro dans la gueule, qui avait l'air très vrai. Je sais pas s'il a oublié qu'il n'était pas censé mettre des vrais coups dans le catch. Et Damien Priest a profité de la distraction pour porter le Reckoning sur The Miz. Efficace. Ça, voilà. Et pour moi, c'est vraiment la place de The Miz. On en parlait la dernière fois, il y a des gens qui me disaient « Est-ce que tu vois The Miz devenir champion ?» Non, parce que pour moi, The Miz, sa place, c'est mettre en avant les nouvelles recrues et les segments comiques avec les célébrités. C'est complètement sa niche. C'est là que devrait être The Miz. Ensuite, on a eu un match de championnat Lucha House Party composé de Lince Dorado et Grand Metalik contre les actuels champions par équipe de Raw, le Hurt Business avec Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Ça fait toujours du bien de voir Lucha House Party, je les trouve incroyables. Je trouve que Grand Metalik est d'une agilité, d'une vitesse qui à chaque fois ça me défrise. À chaque fois j'oublie et à chaque fois je me rappelle et je me dis pourquoi ils sont pas déjà multiples champions ces mecs-là. Le Hurt Business a réussi à travailler en équipe de façon efficace. Donc, ils ont l'air de se diriger vers une résolution... comment dirais-je simple et discrète des problèmes de communication qu'ils avaient jusque-là. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que... c'est toujours ce que je pense. Mais à la fin du match, Cedric Alexander avait l'occasion de gagner. Shelton Benjamin s'est tagué lui-même dans le match pour finir le match et pour voler la victoire à son partenaire par équipe. Mais avant qu'il puisse en venir aux mains, MVP, le manager du Hurt Business, dont Bobby Lashley fait également partie d'ailleurs, MVP intervient avant qu'Alexander ne s'énerve pour calmer les esprits, pour leur dire, tu vois, là on a gagné, là c'est bien, c'est en tant qu'équipe qu'on gagne. Et Alexander et Shelton Benjamin se sont fait un fist bump après le match. Donc non, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ils sont pas en train de se séparer. Et ça, c'est quand même chouette. Après ça, on a eu un triple... Je déteste les matchs par équipe en triple menace.
parce que je trouve les règles débiles, mais ça je l'ai déjà expliqué dans le bilan de NXT UK la semaine dernière. Mandy Rose et Dana Brooke contre Charlotte Flair et Asuka contre Naomi et Lana. Les gagnantes gagnent un match pour le titre par équipe féminin. Dans une promo avant le match, Lana dit qu'elle en veut à Jax et Baszler, qu'elles peuvent l'insulter, qu'elles peuvent la blesser, mais qu'elles ne peuvent pas l'arrêter, et que cette fois, elle n'est pas seule. La dernière fois, t'étais pas seule, la dernière fois, t'avais la championne d'Euro pour t'aider, Lana. Je peux pas trop lui en vouloir, moi aussi, des fois j'oublie que Asuka est dans les histoires dans lesquelles elle est, parce qu'elle est jamais le point de focalisation de ces histoires. Donc, Jax et Baszler regardent le match en coulisses. Le match était vraiment pas bon. C'est-à-dire que il y avait que deux catcheuses qui me donnaient l'impression d'avoir envie d'être là. C'était Asuka et Lana. Lana, j'avais vraiment l'impression qu'elle avait envie d'avoir ce match. Asuka, j'avais l'impression qu'elle essayait de raviver tout le monde, de faire allez, allez, on y va. Dana Brooke et Mandy Rose en particulier, étaient en pilote automatique. Elles étaient très lentes, la communication passait très mal. Charlotte Flair, elle était elle avait l'air blasée, mais je pense qu'elle joue son personnage, parce que ses problèmes personnels leur ont coûté la ceinture à elle et à Asuka. Donc je pense que les ceintures du coup, puisqu'il y en a deux. Donc je pense que Charlotte Flair, c'est à mettre sur le compte de son histoire. Par contre, Mandy Rose, c'est à mettre sur le compte du fait qu'elle était très bien en équipe avec Sonya Deville et que ça l'emmerde de faire équipe avec quelqu'un d'autre. Bref, c'était pas un bon match. Et vers la fin du match, Ric Flair et Lacey Evans interviennent. Charlotte Flair, qui était dans le match, globalement ça la saoule. Elle soupire, elle passe le tag à Asuka et puis elle quitte le match en mode « Vas-y, c'est bon, j'en ai marre ». C'est absolument pas le personnage de Charlotte Flair. Mais dire qu'elle quitte le match pour aller courir après Lacey Evans pour aller lui défoncer la mouille, ça c'est Charlotte Flair. Là c'est allez c'est bon, il m'emmerde. Absolument pas Charlotte Flair. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Suite à quoi Asuka a été évidemment déconcentrée par ça, par le fait que sa partenaire par équipe quittait le match. Et Naomi a profité de la distraction pour faire un review pour la victoire. Le point positif de ce match qui était pas bon et de cette histoire qui est pas terrible, c'est que d'une part, Naomi est là. Je veux dire, ils ont Naomi dans leur roster, ça fait des mois qu'ils s'en servent pas. Là, ils s'en servent, chouette. Et d'autre part, ça permet à Lana d'avoir un match pour les ceintures par équipe. Je dis, c'est pas une question qu'elle le mérite, c'est surtout une question. C'est surtout une question que son histoire allait vers ce match-là. Donc on va enfin avoir un semblant de conclusion à cette histoire de Lana veut les ceintures par équipe féminine. Tu veux faire un câlin là, Boubou? Je m'interromps pas pour le chat, mais je m'interromps pour la poupou quand même, parce qu'il faut pas déconner. Et ça ronronne. Ensuite, on a eu une interview de Drew McIntyre qui a été assez efficace. Parce que je vous ai dit au début que l'attaque de Sheamus la trouvait mal timée, c'était pas le moment. Et Drew McIntyre a fait une promo où il était très émotif et où il a dit à Sheamus vraiment, tu veux détruire notre amitié, tu veux sacrifier notre amitié, tu veux sacrifier nos bons et nos mauvais moments ensemble, les Noëls qu'on a passés seuls dans un restaurant au bord de la route parce qu'on n'avait que nous. Tu veux sacrifier tout ça pour le titre? Ok, tu l'as ton match. Et Drew McIntyre avait l'air vraiment atteint par ça. Et ouais, non, ça a été efficace. Ça m'a donné envie de voir le match. Ça m'a mis sur les rails de cette rivalité. Ensuite, il y a eu un match entre Elias et Jackson Ryker contre Jeff Hardy et le papa de Carlito. Parce que je refuse de croire que cette personne est Carlito. Sérieusement, regardez la différence. Regardez, la dernière fois que j'ai vu Carlito, maintenant. Ce n'est pas Carlito, c'est son papa. C'est le papa de Carlito. Le match, j'ai absolument pas mis d'image du match parce que le match était extrêmement prévisible, c'est-à-dire Jackson Ryker et Elias sont complètement sur Jeff Hardy.
Jeff Hardy parvient à faire le hot tag. Carlito porte le backstabber, sa prise de finition à Elias. Il passe le tag à Jeff Hardy. Jeff Hardy fait un swanton bomb et il gagne. Ça fait plaisir de revoir Carlito. Au départ, Carlito s'appelait Carlito Caribbean Cool. Puis il est devenu Carlito Cool. Maintenant, c'est juste Carlito. Il a Moi, je perds mes cheveux. Lui, il perd des noms. C'est triste. Ensuite, on a eu une promo de Edge qui dit qu'il est très content, évidemment, au sujet de sa victoire au Rumble, d'être arrivé numéro 1, d'être revenu d'une blessure qui aurait dû mettre fin à sa carrière, mais qu'il a un nuage noir au-dessus de sa tête, que ce nuage, c'est Randy Orton, et qu'il doit absolument mettre fin à cette histoire. Il doit mettre un point final à cette rivalité. Edge est très bon pour faire ce genre de promo. Il amène énormément d'intensité dans ses promos, et il m'a donné envie de voir le match parce que je me suis dit, c'est vrai que ça me saoule de revoir Edge contre Randy Orton, mais c'est vrai aussi que cette rivalité-là était pas finie. C'est-à-dire que Edge a gagné à WrestleMania, Randy Orton a gagné à Backlash. Il manque un tiebreaker. Donc oui, d'accord, il faut ce match, très bien. Segment backstage très rapide où Edge serre la main de Damien Priest en le félicitant pour sa performance en Rumble, en disant qu'il a besoin de gens comme lui. Cool, utiliser des anciens pour mettre des nouveaux en avant, parfait, c'est ce que vous devriez faire, c'est très bien. Ensuite, on a eu le match Alexa Bliss contre Nikki Cross. Pendant le match, Nikki Cross arrête pas alors Nikki Cross qui était l'ancienne meilleure amie de Alexa Bliss, et pendant le match, Nikki arrête pas de dire à Alexa Bliss qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu fais, tu es ma meilleure amie et j'avais tourné la page, pourquoi tu... Et moi j'étais là, c'est un match, vous êtes des catcheuses, vous avez des matchs, vous vous affrontez, ne me montre pas ton cul, c'est pas très poli. Et en fait, pendant le match, en fait, Alexa Bliss, il y a des trucs qui marchent très bien et des trucs qui marchent vraiment pas. Et j'ai l'impression que j'ai un désaccord fondamental avec certains d'entre vous concernant Alexa Bliss. Il y a des trucs qui marchent très bien. Le fait qu'elle puisse revenir à des anciennes versions d'elle, j'ai des poils de chatte partout. Le fait qu'elle puisse revenir à une ancienne version d'elle, ça pourrait marcher. C'est très mal monté, mais ça pourrait marcher. Le fait qu'elle fasse la marelle sur le ring et qu'elle termine en faisant un coup de pied à Nikki Cross, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a un truc qui a été très efficace, c'est à un moment donné, Alexa Bliss tente le tomber sur Nikki Cross se sort du tombé et Alexa Bliss fait genre, dis donc les enfants, mais c'est pas normal que Nikki Cross s'en sorte de ça. Voilà, ça je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a tout est dans la nuance, quoi, si vous voulez. Tout est dans la nuance. Donc je vous raconte le match pour ceux qui l'ont pas vu. Donc Alexa Bliss, dans ce nouveau personnage, affronte Nikki Cross. Au milieu du match, Alexa Bliss se transforme et devient une ancienne version d'elle-même. Donc la version où elle était encore la meilleure amie de Nikki Cross. Au départ, Nikki Cross refuse de l'affronter ou refuse de la reconnaître. Mais elle finit par l'affronter. Et au moment où Nikki Cross semble reprendre le dessus, Alexa Bliss se retransforme en la version actuelle d'Alexa Bliss. Et Alexa Bliss finit par gagner en portant le Sister Abigail, donc la prise de finition du Fiend. Et je me suis fait la réflexion, en fait l'histoire est pas racontée dans le bon ordre. Ce match-là aurait dû avoir lieu avant le match avec Asuka. Ce match-là aurait dû établir Alexa Bliss est capable de changer de version d'elle-même. Et en plus, ça construit Alexa Bliss. Ça veut dire Alexa Bliss est meilleure que Nikki Cross. C'est-à-dire, on sait déjà qu'Alexa Bliss est meilleure qu'Asuka. Qu'est-ce qu'on a foutu d'un match avec Nikki Cross? Ils auraient dû faire le match contre Nikki Cross. Elle gagne le match contre Nikki Cross avec ce nouveau personnage Alexa Bliss joyeuse, on va dire ça comme ça. Et ensuite affronter Asuka. Et pendant le match contre Asuka, alors que Alexa Bliss joyeuse est sur le point de perdre, elle se transforme et on découvre qu'elle a encore un autre personnage, qu'elle a This isn't even my final form, qu'elle a une version Super Saiyan. Faire que cette version Super Saiyan ne soit pas elle avec un t-shirt noir, les couettes attachées et du rouge à lèvres noir, ce serait bien. Je veux dire, Bray Wyatt, il est passé en mode Fiend. La différence entre Bray Wyatt et The Fiend est énorme.
Voilà, ils auraient dû faire, voilà, ils auraient dû faire le match contre Nikki Cross avant le match contre Asuka pour établir certaines règles et après construire d'autres règles par-dessus ces règles-là. Ça aurait été mieux. Là, en l'état, c'est un petit peu décevant. Après coup, Alexa Bliss sort du ring et remonte vers la rampe. Et sur la rampe, elle croise Randy Orton. Et Randy Orton ne la regarde même pas. Randy Orton est vraiment en mode écoute, tu m'as brûlé le visage il y a 3 semaines. Je t'ai écouté le match contre Asuka la semaine dernière. On est quitte. Il lui dit rien. C'est vraiment tout ce que l'échange veut dire. C'est il s'arrête. Lui descend vers le ring. Elle remonte vers les coulisses. Quand ils sont à niveau, ils s'arrêtent. Alexa Bliss le regarde, mais lui ne la regarde pas. Et ils reprennent leur route. Mais c'est ce que cet échange voulait dire, d'après moi. Oui, ça c'est Alexa Bliss, excusez-moi, j'avais des photos. Ça c'est Alexa Bliss qui se change en ancienne version d'elle-même. Et donc nous avons Edge contre Randy Orton. Alors, l'histoire qui raconte, c'est évidemment que Edge est nettement plus fatigué qu'Orton, parce que Edge a duré 1 heure dans le Rumble, alors que Randy Orton a duré 5 minutes dans le Rumble. Randy Orton cible l'épaule de Edge, ce qui est logique, puisque c'est la partie du corps où Edge s'est blessé après leur match à Backlash l'année dernière. La blessure qui lui a fait quitter le ring pendant plusieurs semaines. Mais avant la fin du match, Randy Orton est déconcentré par une apparition d'Alexa Bliss. Très chouette, c'est là. Très chouette choix de lumière sur Alexa Bliss, le côté cyan et rose comme ça, c'est très cool. C'est très cool. J'aime beaucoup ce truc là. Et Alexa Bliss a, j'ai envie de dire craché, mais vraiment c'est plus bavé. Elle a bavé une espèce de, je pense que c'était censé être du sang noir. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'apparition d'Alexa Bliss. Parce que ça veut dire que pour Bray Wyatt et pour le Fiend, c'est loin d'être fini. Le Fiend n'oublie pas. Le Fiend n'oublie jamais. C'est pour ça que c'est le titre du live. C'est parce que le Fiend est de retour et que tant que le Fiend n'aura pas battu Randy Orton sera hanté par sa présence. Orton est déconcentré. Edge gagne avec un Spear. Globalement, c'était le meilleur épisode de Raw de l'année pour l'instant. Je dirais. On a eu un bon main event, on a eu un bon opener, il y a eu des trucs pas terribles au milieu, mais globalement, j'ai trouvé qu'on était quand même dans une dimension assez positive, on va dire ça comme ça. On va passer au tableau, vous allez pouvoir dire bonjour au tableau, et pendant que je remplis le tableau, vous allez pouvoir mettre vos messages en avant, et avant que comment? Ah là là, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, dis donc. Je vais simplement lire vos messages et y réagir avant de quitter le live. Je suis désolé, du coup c'est très mal cadré. Faudrait que je mette une caméra ici, ce serait bien. Pour passer au tableau. Je ferai ça. Alors, Drew McIntyre, Edge et Sheamus, je leur ai mis un B- dans le segment d'ouverture. Le match Bobby Lashley avec MVP contre Matt Riddle, je lui ai mis D-. Arrêtez de faire du mal à ce pauvre Riddle, quoi. Ah là 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 là. Ensuite, nous avons eu le segment, non, le match Ali contre Woods. Je lui ai mis un C-, pareil, parce que je pense que c'était pas la bonne personne qui a gagné. Puis le match en lui-même n'était pas si bon que ça, simplement. Avec T-Bar, Slapjack et c'est tout, parce que Mia Yim a été testée positive au Covid. Donc, elle n'est pas là. J'imagine que Mace est concerné par ce problème de santé aussi. Donc je leur souhaite évidemment un rétablissement. Ensuite on a eu le Miss TV, Miss Morrison et Bad Bunny. Je lui ai mis C-. Oh oui, parce que c'est... Ouais, non, parce que... Ouais, d'accord. Si, parce que c'était mal bité. Ils auraient pas dû faire le segment avec Damien Priest avant. Ça, c'était pas bien malin. Donc C- pour The Miz, pour John Morrison et pour Bad Bunny. Il n'y a pas de raison. Il est ici. Voilà.
Vous allez voir que Bad Bunny va finir dans le top 50 du stage de l'année 2021, ça va être fantastique. Le stage de 2020 est toujours prévu, hein, vous inquiétez pas, on est dessus. On est dessus étant moi et moi. Ensuite, on a eu le match Damian Priest contre The Miz. Je lui ai mis un B parce que j'ai trouvé qu'il a fait son taf. The Miz avec John Morrison et Bad Bunny en tant que manager. On va chercher Bad Bunny tout en bas. Voilà. Ensuite, il y a eu Lucha House Party contre le Hurt Business de Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Et c'était un match de championnat, j'ai oublié de préciser. Cédric Alexander et Shelton Benjamin et Bobby Lashley, c'était des matchs de championnat. C'est pour moi ça parce que je fais, vous le savez, je fais aussi des stats concernant les championnats. Je fais des stats partout, j'adore ça. Ok. Ensuite, nous avons eu le fameux triple menace par équipe entre Charlotte Flair et Asuka, et enfin tout ce beau monde-là. Donc allons-y, Charlotte Flair et Asuka. Charlotte Flair et Asuka ici. C'est vrai qu'elle est championne, chaque fois j'oublie. Dana Brooke et Mandy Rose, et Naomi et Lana, avec une intervention de Lacey Evans et Ric Flair. Wow. Je lui ai mis D+. Je lui ai mis D+. Pourquoi plus? Parce que c'est cool pour Lana. C'est cool qu'il y ait une fin. C'est cool qu'il y ait une fin à l'histoire de Lana. Elle va perdre évidemment, mais au moins il se passe quelque chose. Elias et Riker contre Hardy et le papa de Carlito. Je lui ai mis C. Elias et donc ça va être par là, c'est ça. Elias et Jackson Riker, pardon, excusez-moi, contre Carlito et Jeff Hardy. Faut qu'Elias apprenne à laisser vivre Jeff Hardy. Ça pareil, ça fait un an que ça dure cette rivalité-là. On a eu le match entre Nikki Cross et Alexa Bliss. Je lui ai mis D+. Parce qu'il y a plein de bonnes idées. C'est plus frustrant qu'autre chose. Il y a plein de bonnes idées, mais elles sont pas racontées dans le bon sens. Et Nikki Cross, j'ai oublié de mettre qu'elle était dans une rivalité. Pouf pouf, voilà. Et ensuite, on a eu le main event de Edge contre Randy Orton avec une intervention d'Alexa Bliss. Je lui ai mis B. J'ai trouvé que ça concluait bien. Enfin, ça concluait bien. C'était pas explosif, mais vu que c'était plus le sujet, c'est bien qu'il y ait eu une conclusion. C'est bien qu'elle n'ait pas duré 150 ans. C'est bien que... bref, dans le... Si on prend du recul, tout ça, c'est bien. Voilà, tout simplement. Randy Orton, et donc avec une apparition de Alexa Bliss. Enfin, c'est mon opinion, en tout cas. Merci à toi, Swifty. Ah, Swifty s'est abonné. Enfin. C'est un habitué des interventions, donc du coup, voilà, il complète son tableau. À partir de là, on arrête de prendre les messages mis en avant, et je vais donc lire vos messages pour conclure ce live. C'est cool parce qu'on a été nettement plus vite, et du coup, je pense que ça va être nettement plus regardable pour les gens sur YouTube. Je suis content parce qu'on arrive à quelque chose. S'il y a des gens sur YouTube qui ne suivent pas les live Twitch, dites-moi ce que vous pensez de ce format-là. Faut que je revienne à... hop là. Faut que je revienne au... Voilà. Donc dites-moi si les améliorations que j'ai faites vous semblent bien, et même s'il y a des gens sur Twitch qui ont envie de donner leur avis, je regarderai le replay, donc je verrai vos retours. On passe aux questions concernant Raw. Val022002 me dit: Salut Lynx, j'aimerais savoir quelle est ta stipulation de match préférée. Est-ce qu'on compte le Rumble? Parce que c'est vraiment mon match préféré. Si on parle de stipulation pour un match 1 contre 1, on va dire que ta question porte là-dessus. C'est une question compliquée. Il y a plusieurs trucs qui me sont venus. Il y a le Iron Man match qui m'est venu. Le problème du Iron Man match, c'est que ça peut être un peu long. Les Iron Man match bien faits sont vraiment excellents. Le concept d'un Iron Man match, c'est que le match dure un certain laps de temps, et les catcheurs ou les catcheuses marquent des points au sein du match, avec les règles habituelles de tomber, soumission, disqualification, etc. Et celui qui a le plus de points à la fin du laps de temps a gagné. J'aime beaucoup les matchs... Non, j'aime pas les matchs Hell in a Cell, je trouve qu'ils ont perdu toute leur dimension. Ça marche plus pour moi.
J'adore les last man standing match. Parce qu'il y a le côté... Pour moi, les last man standing match ont gardé ce côté décisif qu'avaient les Hell in a Cell avant. C'est-à-dire, je vais te faire mal au point que tu ne pourras plus te lever au compte de 10. Je pense que c'est last man standing, ma stipulation préférée. V. Drake me dit: Salut Lynx, comment qualifierais-tu ce Raw? Perso, comme souvent depuis des semaines, surtout ce début d'année, je dirais frustrant, content de l'arrivée de Priest et déçu pour Rétribution et leur potentiel énorme. Tu n'es pas le seul, je les adore, ce qui me rend tristesse. Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Par rapport à la soupe de merde qu'on a d'habitude, c'était, je t'ai dit, c'est le meilleur épisode de... Tiens, je vais vous montrer sur le tableau parce que j'ai un... Il y a d'autres passages du tableau que vous voyez pas, qui ne sont pas dans l'émission. Vous voyez, il y a plein d'onglets. Les onglets débarquent. Il y a plein d'onglets, notamment l'onglet... Je crois que c'est dans Barème que je mets ça. Ouais, c'est ça. Et où je mets les notes de chaque show. Et tu vois, Raw, c'est systématiquement mauvais, très mauvais ou moyen. Et ben là, c'était moyen. Et moyen, ça fait que c'est globalement le meilleur show. Le meilleur show depuis le début de l'année. Si vous vous demandez pourquoi il y a un 0 et pourquoi il y a un 20, c'est pas parce que je considère que c'est complètement irrattrapable ni parfait. C'est que c'est une échelle dynamique. C'est-à-dire que je mets les moyennes des segments. Ça, c'est les moyennes des segments. Je mets les moyennes des segments et après, la pire note devient le 0 de cette échelle-là. Et la meilleure note, évidemment, devient le 20 de cette échelle-là. Voilà. Je pense que j'ai été relativement clair. Parce que j'ai tendance à pas être très clair quand je parle de mon tableau. Je pense que j'ai été relativement clair. J'espère, en tout cas. Donc ce Raw n'était pas bon, mais il y a eu de bonnes choses. Rétribution, je les adore, mais j'ai arrêté d'espérer. Je veux dire, au moins ils ont une histoire qui a du sens, et ça c'est bien. J'en suis là, j'en suis là pour Rétribution. Elle n'est pas bien racontée. Alexa Bliss, pareil, c'est frustrant. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais il y a aussi pas mal de mauvaises idées. Et l'histoire n'est pas racontée dans le bon sens, c'est frustrant aussi. Bref, il y a plein de trucs un peu frustrants comme ça. Ensuite, on a, concernant le catch en général, parce que j'ai fini les questions concernant Raw, Pablo DBST me demande: est-ce que tu voudrais que Rétribution récupère plus de gens? Je pense notamment aux catcheurs qui n'ont rien à faire. Je rêve de ça. Je rêve de... Rétribution, qui commence à devenir un peu plus sérieux et qui, en devenant plus sérieux, commence à être en difficulté face à des challenges vraiment plus difficiles. C'est-à-dire, il commence à dominer le mid-card, mais quand il commence à s'en prendre au main event, là, ça va devenir un peu plus difficile. Et là-dessus débarque Ricochet et Aleister Black. Ils ont été en équipe, ils ont gagné le Dusty Rhodes Tag Team Classic ensemble. Ricochet et Aleister Black reforment leur équipe. Ils n'ont pas besoin d'être en équipe, ils ont juste besoin de... En plus, Ricochet, il a déjà un nom de membre de Rétribution. Ils rejoignent ce groupe-là de gens qui ne sont pas estimés à leur juste valeur. Et ce groupe-là, ce groupe de... Peut-être rajouter une autre femme aussi dans le groupe. Pas Mercedes Martinez, mais Naomi, elle aurait été parfaite dans ce spot-là. Voilà, pour moi, ce serait vraiment génial. Deuxième intervention de Val022002 qui passe une question de Yaka54. Salut Lynx, tu préfères Raw ou SmackDown? Moi SmackDown. Et quel serait le nom pour toi du NXT Takeover qui aura lieu le 14 février? Je préfère SmackDown en ce moment, la question se pose à peine. Il n'y a qu'une seule bonne réponse au NXT Takeover du 14 février, Saint Valentine's Day Massacre. C'est le nom d'un ancien pay-per-view de la WCW. Et vu que la WWE a racheté les droits pour tous les noms de pay-per-view, je crois, de la WCW, il y a un nom qui est là, qui a une histoire qui attend que ça, quoi. Qui attend que ça. Donc, ouais, NXT TakeOver St. Valentine's Day Massacre, ce serait vraiment cool comme nom. Val022002 me demande: est-ce que tu aimerais un retour du Fiend comme avant ou avec un changement dans son personnage étant donné qu'il est revenu à la vie quand il reviendra? Changement de personnage, pas vraiment. Changement de costume. Moi, je veux juste un changement de costume. Étant donné que son personnage a brûlé, je veux pas que le Fiend... Pour moi, s'il doit y avoir un changement de personnage du Fiend, il faut que ça prenne vraiment le temps. Il faut que le Fiend revienne... faut qu'il revienne morceau par morceau, quoi, si tu veux.
Parce que pour l'instant, on a juste Alexa Bliss qui nous rappelle qu'il est là. Pour moi, il faudrait que soit les marionnettes reviennent pour hanter Randy Orton. Ensuite, il trouve le masque du Fiend brûlé dans le vestiaire. Ensuite, il entend des voix. Enfin, ouais, ce serait cool ça, parce que c'est complètement le personnage de Randy Orton. Il entend la voix du Fiend pendant les matchs. Genre, voilà, que ça se fasse petit à petit. Et que quand ils reviennent, il a changé de design, mais globalement le personnage reste le même, c'est-à-dire un monstre inarrêtable. Non. Max Amar me demande: Salut Lynx, que penserais-tu d'un Orton contre The Fiend à WrestleMania dans un style similaire au Cena Fiend, Firefly Funhouse match, histoire que The Fiend venge tous ceux qui ont vaincu Bray Wyatt auparavant, Orton ayant battu Bray Wyatt à WrestleMania 33. Je pense que c'est trop tard pour faire ça. Je pense que ça aurait été une excellente idée si Randy Orton n'avait pas battu Bray Wyatt à TLC, je crois. Ça aurait été une bonne idée. Là, maintenant, ça reste une bonne idée. Elle est juste moins percutante. Mais je suis pour tous les Firefly Funhouse match, quoi. Le Firefly Funhouse match de WrestleMania de l'année dernière a été mon match préféré de mon match préféré, point, de toute l'histoire du catch. Donc, et je veux pas entendre, c'est pas vraiment un match, c'est tout ce qui fait un match. C'est l'âme, quoi, c'est l'âme d'un match. Et ça, pour moi, ça fonctionnait très bien. Donc ouais, ce serait une bonne idée, mais ils auraient pas dû faire que Randy Orton batte The Fiend, pas maintenant, quoi, trop tôt. Kylian094 me demande: Bonjour Lynx, pour toi, quel est actuellement, avec les catcheurs et storyline actuels, ton match de rêve pour WrestleMania? Je veux pas... Il y en a pas... J'ai pas envie de... WrestleMania, c'est dans 3 mois. J'ai pas envie de me projeter dans 3 mois pour me dire il faut que ce match-là ait lieu. Franchement, là, des matchs qui se profilent, il y en a aucun qui me fait vraiment rêver. Edge contre Drew McIntyre, j'ai pas envie. Edge contre Randy Orton, j'ai pas envie. Edge contre Roman Reigns. Bianca Belair contre Sasha Banks. Et Bianca Belair contre Asuka. Asuka a tellement perdu. Sasha Banks n'a pas vraiment gagné grand-chose. Bianca Belair, elle sort de 7 mois de rien faire. Ils ont pas l'élan, quoi. Ils ont pas l'histoire, ils ont pas le bagage pour que je me dise... Je veux ce match. Il y a un match que je veux vraiment très fort, c'est Roman Reigns contre The Rock. Parce que Roman Reigns prétend être le chef d'une famille dont fait partie The Rock. Ça, ce match-là, je le veux. Et je sais que si je l'ai, ça sera à WrestleMania 37, je crois, dans 2 ans. Celui qu'ils feront à Hollywood, puisque ce sera chez The Rock. Mais là, en l'état, il n'y a aucun match dont je me dis il faut absolument qu'il le garde pour WrestleMania. Désolé. Elidolo Gomez. Ah, mais j'avais peur que tu sois mort, parce que ça fait très longtemps que t'es pas intervenu. J'ai eu ton message. J'ai eu ton message comme quoi le fait de mettre en avant les messages coûtait trop cher en cloche sonnante et trébuchante. C'est pour éviter le spam que c'est... si tu veux, je prends les paramètres de Twitch par défaut. Je fais ce que Twitch me conseille de faire. Donc, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien comme ça. Pardon, je lis ton message. Elidolo Gomez. Bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas posé une petite question, hein. Allez, je peux pas rester longtemps sur le live. Alors, juste une petite. Ça fait maintenant... Je sens que ça va être une question exactement dans le même esprit des questions que tu me poses d'habitude. Ça fait maintenant 1 an que Sheamus est revenu de blessure et donc en solo, plus avec Cesaro pour The Bar. Ça fait très longtemps que The Bar c'est fini. Qu'as-tu pensé de l'année du guerrier celtique dans l'ensemble? Autant tout ce qui est avec McIntyre, Keith Lee, etc. C'est cool, mais les storylines à base de Jeff Hardy, l'alcoolo, oh là là, mouais. Pense au fait qu'il va falloir que je lise ta question à voix haute derrière, s'il te plaît. Bah oui, voilà, ce que tu dis. La rivalité avec Drew McIntyre, elle est bien. Enfin, elle était bien. Là, je trouve qu'ils n'ont pas choisi le bon moment pour faire éclater l'animosité de Sheamus envers Drew McIntyre. Et effectivement, la rivalité avec Jeff Hardy était insupportable. J'aime bien son changement de look. J'aime bien le chapeau, la veste et les bretelles, le côté
Le côté pilier de barre irlandais, ça j'aime bien. Mais je redécouvre Sheamus depuis qu'il est en solo. J'avais oublié à quel point il est cool sur la ring, quoi. Woken Shadow Gear me dit rebonsoir Lynx. Question. Bonsoir. Ah, on n'est pas en France. Question. Quelle sera selon toi l'implication de Monsieur Cena au prochain WrestleMania? Et s'il combat, quel sera son adversaire? Personnellement, j'aimerais bien le voir en tant que General Manager, même si avec son emploi du temps, c'est impossible. John Cena a dit qu'il était mathématiquement impossible qu'il soit à WrestleMania cette année. Donc je pense qu'il y sera pas. S'il y est... qui continue de mettre en avant des catcheurs plus jeunes. Il fera pas mieux que ce qu'il a fait l'année dernière avec le Firefly Funhouse match. C'était vraiment parfait. Donc s'il revient, mais il reviendra pas, John Cena. Il reviendra pas pour WrestleMania. Et je... Tu vois, pareil, il y a rien, quoi. Il n'y a pas d'histoire, il y a pas de... Je peux pas me raccrocher à des wagons, genre John Cena, il y a ça qu'il a pas encore fini. Non, John Cena, il a tout fait, il a même fait beaucoup trop. Donc, j'ai pas l'imagination pour répondre à ta question. Et enfin, concernant les autres sujets que le catch, Red Headband me dit « Hey, salut Lynx, bonjour. Je me demandais si tu suis un peu Up, Down, Down, la chaîne YouTube gérée par Austin Creed, entre parenthèses, Xavier Woods. C'est principalement du jeu vidéo avec beaucoup d'invités catcheurs et c'est cool de les découvrir un peu hors personnage. Je sais que t'as pas beaucoup de temps, mais je te conseille quand même les PPV qu'il organise. Il y en a genre 4 par an. Son Royal Rumble est sorti ce week-end. C'est certainement le moyen le plus sûr d'avoir régulièrement du bon contenu avec Cesaro, dit-il de façon, comment dirais-je, c'est pas sarcastique, c'est facétieuse. Je suis pas du tout up, up, down, down parce que j'ai pas le temps et parce que même si j'avais le temps, ça m'intéresse pas spécialement de regarder des gens jouer à des jeux vidéo. C'est pas mon délire. Maintenant, quand par hasard je vois des images, c'est vrai que ça me fait toujours sourire de voir les catcheurs en dehors de leur personnage parce que je me dis ça a l'air d'être un certain nombre d'entre eux ont l'air d'être vraiment des gars bien et voir qu'ils se font plaisir, voir qu'ils aiment le temps qu'ils passent ensemble. Ça fait beaucoup de bien, quoi. Il y a les catcheuses du Royal Rumble qui ont pris une photo de groupe et je me suis dit c'est quand même dommage que les mecs fassent pas pareil parce que c'est tellement chouette, quoi, de voir toutes les catcheuses comme ça bras dessus bras dessous, super fières, super contentes d'être là où elles sont. Je trouve. Alors vous allez me dire le kayfabe, on s'en fout, le kayfabe il est mort depuis 40 ans. On sait que ce sont des acteurs et des actrices, et voir que ces acteurs et ces actrices pour lesquels on suit la WWE, parce que clairement c'est pas pour les storylines qu'on suit la WWE, c'est vraiment pour suivre ces gens qui essayent de nous raconter une histoire, qui essayent de nous faire vivre quelque chose. Quand je vois Ricochet à l'écran, je suis content parce que je sais que Ricochet, il est bien là où il est. Ricochet, il est dans Main Event et il kiffe, il a des matchs et il adore les matchs qu'il a. Il s'en fout que ce soit sur un show extrêmement secondaire de la WWE. Il s'éclate à faire ce qu'il fait. Et ouais, c'est ce que j'aime bien dans les émissions type Up and Down Down où on peut voir les catcheurs en dehors de leur personnage. Bon, merci à tous d'avoir suivi ce live, merci à tous d'avoir regardé ce replay si c'est votre cas. N'hésitez pas à me donner vos retours concernant cette nouvelle façon de faire. Vous avez vu, ça va beaucoup plus vite. N'hésitez pas à me suggérer des idées pour que ça soit plus vivant, pour animer la chaîne, je vous ai dit, on fabrique tout ça ensemble. Je prends en compte vos retours et j'essaye de faire en sorte d'améliorer votre expérience de visionnage et aussi d'améliorer l'efficacité avec laquelle je fais ces lives. J'ai l'impression que là c'est mieux. Franchement, je sais pas vous, moi j'ai passé un meilleur moment là. Enfin, un meilleur moment, je passais par un mauvais moment avant, mais je me suis moins senti débordé par le timing, là je vois, j'ai fait 50 minutes de live. C'est parfait, on n'est pas à 1h30 et pourtant j'ai couvert tout ce que je voulais dire, j'ai pu interagir avec vous via les messages mis en avant, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Donc, n'hésitez pas à me donner vos messages. Ce qu'on va faire, c'est que les gens qui mettent leurs messages en avant après coup, faudra que je trouve un truc pour vous. Enfin, je trouve un truc pour les gens qui mettent leurs messages en avant après la fin du... Après que j'ai dit que... Après que j'ai dit... Ouais. Après que j'ai dit que je ne les acceptais plus parce que sinon vos messages seront complètement perdus. Alors, je trouve une façon de régler ça. Bref, très bonne fin de journée à vous. On se donne rendez-vous jeudi pour le recap de AEW Dynamite. Ça sera un épisode spécial. Ça sera Beach Break dans lequel il y aura un main event de dingue. Jon Moxley, Rey Fenix et... Pac contre Kenny Omega et les Good Brothers. Il y aura une battle royale de toutes leurs équipes. Enfin, ça va être un show vraiment énorme. Il y aura Britt Baker contre Thunder Rosa aussi. Et le recap de NXT qui sera aussi jeudi midi. Je dis jeudi midi, mais j'ai 4 heures de catch à regarder dans la matinée. Ça commence souvent un peu en retard. Et à NXT, qu'est-ce qu'on aura? On aura certainement la suite du Dusty Rhodes Tag Team Classic. On aura peut-être un match entre Gargano et Kushida. Non, je pense pas. Ils vont réserver ça pour TakeOver. Ouais. Bon, en tout cas, on aura plein de bonnes choses. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je l'ai déjà dit. Et bon appétit à ceux qui vont manger. Et à jeudi pour ceux qui me retrouvent jeudi. Salut tout le monde.